Vous allez voir que je vais faire appel évidemment à des notions qu'on a vues en méthode d'expérimentation, puisque, souvenez-vous, en méthode d'expérimentation dans les plans factoriels, c'est-à-dire les plans où on manipule plusieurs variables indépendantes, je vous avais dit, il y a différentes relations qui peuvent exister entre les variables indépendantes, quand il y en a plusieurs. La confusion, mais celle-là on va la laisser de côté. Il y avait, souvenez-vous, la relation de nichage et la relation de croisement. L'analyse de variance dans une classification hiérarchisée, non pas E, hiérarchisée E, c'est donc une procédure statistique qui va justement vous permettre d'étudier statistiquement le comportement de groupes constitués par une relation de nichage entre deux variables indépendantes. Donc, analyse de variance de classification hiérarchisée vous permet de résoudre des problèmes de relation de nichage entre deux variables indépendantes. Souvenez-vous qu'il y avait aussi un autre type de relation qui était la relation de croisement. Eh bien, il existe aussi une analyse de variance qui permet d'étudier les effets, de mettre en évidence les effets statistiques dans le cadre de relations de croisement entre deux variables indépendantes. Et cette procédure-là, cette analyse de variance-là, qu'on appelle l'analyse de variance à deux critères croisés, on la verra dans le cadre du cours de l'avocat assuré précédemment. Ça va? Ça, vous voyez bien, il y a une analyse de variance simple. Elle, on l'utilise quand on a une variable indépendante avec plusieurs niveaux, et dont les niveaux de cette variable indépendante forment les groupes dans votre plan expérimental. Exemple, je peux étudier l'effet de différentes méthodes de lecture, c'est l'exemple qu'on prend, différentes méthodes de lecture, et donc certains enfants ont la première méthode de lecture, d'autres enfants ont la deuxième méthode de lecture, etc. À la fin de l'apprentissage, on fait un test de lecture. Le score à ce test de lecture vous donne votre variable dépendante, votre mesure. Et ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a un effet de la variable méthode sur cette compétence en lecture, le score que vous avez obtenu grâce au test de lecture. Eh bien, pour résoudre ça, vous allez utiliser une analyse de variance simple, puisque vous avez plusieurs groupes constitués par les niveaux d'une variable indépendante. Donc ça, maintenant, vous savez comment résoudre cette analyse de variance simple, qui permet donc de regarder s'il existe des différences de moyenne sur une variable dépendante métrique, des différences de moyenne entre des groupes, en réfléchissant, en spéculant sur la variance. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse de variance. Je pense que M. Harmony vous a expliqué comment on pouvait spéculer sur une variance pour montrer les différences de moyenne. Donc ça, vous connaissez. Aujourd'hui, c'est l'analyse de variance dans une classification hiérarchisée. Donc c'est aussi une réflexion sur des différences de moyenne entre des groupes en réfléchissant sur les variances, mais dans des plans expérimentaux particuliers où il existe une relation de nichage entre deux variables indépendantes. Alors on va partir d'un exemple concret, voilà. Comme vous étiez parti plus ou moins de cet exemple pour l'analyse de variance simple, mais donc imaginons un ensemble de sujets qui ont appris la lecture avec certaines méthodes, on reviendra là-dessus après, et chacun de ces sujets a passé à la suite de l'apprentissage un test de lecture, et donc là vous avez un ensemble de valeurs correspondant aux notes que chaque sujet a obtenues au test de lecture. D'accord? Je ne vais pas compter, mais il y a pas combien de sujets là, 12, 14, 1, 2, 3. Enfin, chaque valeur est un score pour un élève. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a utilisé différentes méthodes de lecture. Donc, certains enfants ont eu une certaine méthode de lecture, d'autres enfants ont eu une autre méthode de lecture. Et donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a un effet de la méthode de lecture sur, donc est-ce qu'il y a une meilleure méthode qu'une autre, une moins bonne méthode qu'une autre. Et donc, l'idée de faire ça, c'est de regarder, de faire des groupes dans mes sujets en fonction de la méthode de lecture qu'ils ont eue. Et donc, vous voyez là en couleur, il y a 3 couleurs, une verte, une mauve
violette, donc une verte, une violette et une rouge, correspondant à 3 types de méthodes de lecture. D'accord? Je dirais la méthode verte, la méthode violette et la méthode rouge. Et vous voyez que, donc, que certains sujets ont eu la méthode rouge, c'est pour ça qu'on a mis leur score en rouge. D'autres sujets ont eu la méthode verte, c'est pour ça qu'on a mis leur score en vert. Il y a encore d'autres en méthode violette. Et donc, dans l'ensemble de tous mes sujets, je peux faire 3 ensembles d'enfants en fonction du type de lecture que chaque enfant a eu. Et donc, je peux réorganiser finalement mes données comme ça, et c'est déjà ça que vous aviez fait pour l'analyse de variance simple, où donc on a le groupe des enfants, les groupes des scores rouges, ce sont donc les scores des enfants qui ont la méthode rouge, le groupe des scores violets, ce sont les scores des enfants qui ont la méthode violet, et le groupe des scores verts, ce sont les enfants, ce sont les scores des enfants qui ont eu la méthode verte. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui se passe, c'est que pour récolter des enfants qui ont eu des méthodes différentes, on a dû aller dans des classes qui finalement avaient eu des enseignants différents. Et donc, il y a certains enseignants, chaque enseignant donne une méthode particulière. Et ce qu'on a finalement remarqué, c'est qu'il y avait 2 enseignants qui donnaient la méthode rouge, il y avait 2 enseignants qui me donnaient la méthode verte, et il y avait 3 enseignants qui donnaient la méthode violette. Et chaque enfant a eu un enseignant qui donnait une méthode particulière. Donc si je prends les 3 valeurs rouges à 8, 13, 10, ce sont donc 3 enfants qui ont eu la méthode rouge enseignée par un professeur particulier. Les 3 valeurs rouges à côté, 11, 16, 12, ce sont 3 autres enfants qui ont eu la même méthode rouge, mais enseignée par un autre enseignant. Ok? Et ainsi de suite dans l'ensemble des groupes. Donc on se retrouve finalement avec 2 variables indépendantes. On a le type de méthode reçue à 3 niveaux, vert, violet, rouge, et on a l'enseignant qui a fourni la méthode. Et si on regarde, on a 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 enseignants qui ont chacun fourni la méthode, et il y a par hasard 3 enseignants qui donnaient la méthode violette. Jusque-là, tout va bien? Si on réfléchit finalement au design expérimental qui a permis de récolter ce type de données, mais qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a donc 3 types de méthodes, donc une variable indépendante à 3 niveaux, et 7 enseignants, c'est-à-dire une autre variable indépendante à 7 niveaux. Mais que plusieurs enseignants donnent la même méthode. Et donc, on va dire qu'il existe une relation de nichage entre la variable méthode et la variable enseignant. La variable enseignant est subordonnée à la variable méthode. Pourquoi? Parce que si je connais l'enseignant qui a eu l'enfant, je sais quelle méthode il a eue. Mais si je connais la méthode que l'enfant a eue, je ne sais pas quel enseignant il a eu. En tout cas, si je sais qu'il a eu la méthode verte, il pourra avoir eu 2 enseignants, c'est pas lequel des 2. Si je sais qu'il a eu la méthode rouge, il pourrait aussi avoir eu l'autre des 2 enseignants qui donnent la méthode rouge. Et s'il a eu la méthode violet, il aura pu avoir l'un des 3 enseignants qui donnent la méthode violet. Donc vous voyez qu'il y a une des variables, dès que je connais son niveau, je connais le niveau de l'autre variable, et il y a une variable qui ne me permet pas de connaître le niveau de l'autre. Donc il y a une variable qui est subordonnée à l'autre, il y a une hiérarchie entre les 2 variables. C'est une classification hiérarchisée. Oui, là j'avais mis donc le nom des enseignants. À chaque fois, vous voyez que ce sont des enseignants différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je pourrais mettre ces données dans un tableau. Comme ça va vous rappeler des choses par rapport à ce qu'on a vu en expérimentation et à la relation nichage. Je vais mettre des étoiles dans le tableau au croisement entre une méthode et un professeur en particulier, un enseignant en particulier. Donc, on va retourner juste avant. Donc le 1 et le 2, ils ont donné la méthode rouge, le 3, le 4, le 5 ont donné la méthode violette, et le 7 et le 8, ils ont donné la méthode verte. Donc si je prends mon tableau à 2 entrées, à 2 dimensions, une des dimensions, c'est-à-dire la variable indépendante qui
à 3 niveaux forme les colonnes du tableau, c'est la variable méthode. Et puis on a une autre variable indépendante sur l'autre dimension, dont les niveaux forment les rangées de mon tableau. Et donc, l'enseignant 1 a donné la méthode 1. Je mets l'étoile, ça veut dire qu'il y a des sujets là dont on a récolté des données. L'enseignant 2 a aussi donné la méthode 1. Le 3, le 4 et le 5 ont donné la méthode 2. Et le 6 et le 7 ont donné la méthode 3. On retrouve la représentation que j'avais appelée à ce moment-là, je pense parallélépédique, de relation de nichage entre deux variables indépendantes. Alors, quelle est la variable nichante? Je vous pose la question. C'est la variable méthode et la variable nichante. Et quelle est la variable nichée? La variable enseignant. Pourquoi? Ben regardez, si vous prenez un niveau d'un enseignant, vous savez tout de suite à quel niveau de la variable méthode il appartient, ce que je disais tout à l'heure. Si je prends 7, il n'y a qu'une croix dans chacune des rangées, d'accord? Par contre, si je prends une colonne, eh bien, à un niveau d'une variable, à un niveau de la variable nichante, la variable méthode, correspond un ou plusieurs niveaux de la variable nichée. Au niveau 1 de la variable méthode correspond 2 niveaux de la variable nichée enseignant. Au niveau 2 de la variable méthode correspond 3 niveaux de la variable enseignant, etc. Okay. Donc la variable méthode et la variable, je sais pas si c'est écrit là, d'accord. La variable méthode est la variable nichante et la variable enseignant est la variable nichée. Alors on pourra encore écrire les choses autrement pour mieux vous faire sentir la hiérarchie entre les variables. On va mettre la variable nichante en première ligne dans mon tableau. Et puis, à chaque méthode correspond un certain nombre d'enseignants. Et donc, je mets ma deuxième variable, la variable nichée, en niveau secondaire dans mon tableau. Donc, j'ai finalement ce type de tableau avec ce qu'on va appeler des groupes principaux. C'est ceux formés par méthode 1, méthode 2, méthode 3. D'accord? Donc tous les enfants qui ont eu la méthode 1, tous les enfants qui ont eu la méthode 2 et tous les enfants qui ont eu la méthode 3, ce sont 3 groupes qu'on va appeler principaux dans le design expérimental. Et puis les enfants qui ont eu enseignant 1, enseignant 2, c'est ce qu'on va appeler des groupes secondaires. C'est important, cette nomenclature-là, parce qu'on va l'utiliser par après. Et donc voilà qu'on peut réorganiser nos données de cette manière-là. Alors, chose importante, c'est que donc, les colonnes de ce tableau-ci sont des groupes indépendants de données, c'est-à-dire que il y a chaque sujet qui est dans une case ne se retrouve pas dans une autre case, ce ne sont pas des enfants différents. D'accord? Un enfant a eu un enseignant qui a donné une seule méthode. Alors, autre chose, c'est que vous voyez que là sont des groupes, enfin des groupes secondaires où il y a 3 sujets, parfois 2. C'est clair que ce sont des trop petits effectifs pour vraiment pouvoir appliquer une analyse de variance, parce qu'une analyse de variance est un test paramétrique où il faut qu'on ait certaines conditions de normalité des distributions. Avec 3 données, on n'a pas de distribution normale, avec 2 non plus. Mais c'est pour vous expliquer le système. Après, évidemment, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de données dans chacune des colonnes, au moins 10 à 15 données par colonne, pour qu'on puisse au moins approcher les conditions d'application de l'analyse de variance. Ah ben voilà, c'est là. Donc A, c'est la nichante, et B, c'est la nichée. Donc sachez que la nichante, on va l'appeler petit a, grand A, et la nichée, on va l'appeler B dans la suite de l'exposé. Ok, donc si on résume, on a donc une variable dépendante, les mesures qu'on a prises sur le sujet, là c'était le test de lecture. On a 2 variables indépendantes en relation de nichage, la variable nichante A qui était les méthodes, la variable nichée B qui était les enseignants. Rappelez-vous le graphe de Cronbach, où le jaune 2 est la variable nichée, le blanc 2 est la variable nichante. Quel était l'intérêt, rappelez-vous, des graphes de Cronbach? C'est que les plages définies par les ellipses
Le nombre de plages défini par les ellipses nous donne le nombre d'effets, le nombre de sources de variation dans le plan expérimental. Là, on a 2 plages, le jaune 2, blanc 2, donc on aura 2 effets à tester. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'effet de la variable méthode sur nos enfants. Donc c'est l'effet de la variable nichante. Donc effet sur la VD de la VIA, de la légende. Existe-t-il une action systématique? Alors ANOVA, je me suis posé la question tout à l'heure à Mons, ANOVA ça veut dire analyse de variance. C'est en anglais analysis of variance. Donc à chaque fois les premières lettres. D'accord? ANOVA. Analyse of variance. Parce que les gens qui ne savaient pas pourquoi on appelle ça ANOVA. Donc quand on parle d'ANOVA, c'est une analyse de variance. Donc l'idée, c'est qu'on veut voir s'il y a un effet systématique de la variable méthode. Le souci, c'est que pour avoir récolté des données, on a dû aller dans différentes classes qui avaient différents enseignants. Et donc, on a cette variable enseignante et la variable nichée qui nous dérange un peu dans le design expérimental. Parce qu'elle pourrait avoir un effet aussi sur les enfants. L'enseignant pourrait avoir un effet particulier sur l'apprentissage des enfants. Et donc, ce design-ci va nous permettre finalement de regarder s'il y a un effet de la variable méthode en tenant compte du fait qu'il y avait une variable nichée sous la variable méthode. Et donc, c'est ça qu'on a indiqué là, mais l'existence d'une variable indépendante B, donc la nichée, subordonnée à la variable nichante. Donc, est-ce qu'il y a un biais? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de biais, mais en tout cas, il pourrait y avoir un effet de cette variable enseignante dont il faut absolument savoir si l'effet est systématique ou pas, parce qu'il faudra en tenir compte ou pas lorsqu'on regardera l'effet de la variable méthode, c'est-à-dire l'effet de la variable nichante. Et donc, malgré l'existence de la variable nichée, de la variable enseignant, l'effet de la variable méthode est-il suffisant pour être considéré comme significatif? C'est à ça que va permettre de répondre à l'analyse de variance pour classification hiérarchique. Ton PC est revenu? Oui. On peut le change? Alors on va juste changer de PC parce que donc si vous avez les slides qui sont à la suite du cours de M. Armeni, il y a un tableau juste après qui est un peu compliqué avec voilà celui-là. Avec qui explique un peu la nomenclature, comment on indique les moyennes, les données dans le tableau. Et il y a des trucs qui ne sont pas clairs, parce qu'il y a des trucs qui devraient être en indice d'indice et qui ne sont pas. Donc, vous oubliez ce tableau-là. On va vous en donner un autre, qui est celui-ci, qu'on a essayé de faire plus clair. Maintenant, ce tableau doit vous aider à pouvoir comprendre les formules que vous allez utiliser par après pour faire les calculs inhérents à cette analyse de variance. Donc, si vous avez compris les formules, il n'est pas nécessaire, vous ne devez pas savoir faire ce genre de tableau. C'est juste pour vous aider au niveau de l'écriture, de la symbolisation des différents éléments que vous allez retrouver dans les formules. Donc, ce que vous voyez, c'est que, en fait, il existe des groupes qu'on va appeler principaux. Les groupes principaux, ils sont au nombre de grand P. L'indice qui court sur les groupes principaux, c'est J. D'accord? Donc J varie de 1 à grand P. Si j'ai 3 groupes principaux, comme tout à l'heure j'avais 3 méthodes, mon grand P vaut 3. D'accord? J'ai le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Qui sont donc formés par les niveaux de la variable nichante. En dessous de ça, j'ai des groupes qu'on va appeler secondaires, qui sont formés cette fois par les niveaux de la variable nichée. C'est ce qu'on appelle les SEC, la sec secondaire. Et ces secondaires, il y en a un certain nombre correspondant à chaque niveau de la variable nichante. Et donc, on a symbolisé, donc par exemple, sec 1, 1, c'est le groupe secondaire 1 du groupe principal 1. Vous voyez qu'il y a un indice K. Donc, sur les groupes secondaires, l'indice qui court, c'est la petite lettre K. Et vous voyez que, par exemple, si on prend le groupe secondaire, le dernier groupe secondaire du groupe principal 1, voilà, on remonte, voilà. Donc c'est secondaire. Alors S1, c'est finalement la symbolisation du nombre de groupes secondaires correspondant au groupe principal 1. Ça va? S1. Vous savez tout au bout, vous avez S
P, qui est donc le nombre de groupes secondaires correspondant au groupe principal P. Ok, c'est juste une gymnastique de symbolisation. Et donc évidemment, à l'intérieur de ce tableau, on a des données, les X. On a aussi des moyennes que l'on repère par une barre au-dessus du X et par des points correspondant à l'indice sur lequel la moyenne a été effectuée. Ok. Deux effets à tester, donc une analyse en deux temps. Je l'ai dit, il y a l'effet de... Ce qu'on veut voir, c'est l'effet de la variable méchante, qui forme les groupes principaux, mais on ne peut pas fermer les yeux sur les groupes secondaires, parce qu'elle a peut-être un effet aussi. C'est pour ça qu'on va procéder à une analyse en deux temps. D'abord déterminer si la partition en sous-groupe, est-ce qu'elle a de l'importance ou pas. Donc est-ce que les enseignants, finalement, avaient des effets différenciés sur le score des sujets. Parce que si c'est le cas, il va falloir en tenir compte pour calculer l'effet de la méthode. Si ce n'est pas le cas, on pourra ne pas en tenir compte. Mais donc, il faut qu'on puisse le déterminer. Donc, c'est pour ça que la première étape de l'analyse, c'est d'abord voir s'il y a un effet des niveaux de la variable méchante, donc s'il y a un effet de la partition en groupes secondaires, sous-groupes et groupes secondaires, sur les valeurs de la variable dépendante. Et donc, on va faire une analyse de variance simple. On retourne à l'analyse de variance simple. On va faire une analyse de variance simple, mais sur les sous-groupes. Donc, où on va considérer une variable indépendante, qui est celle, qui est la Miché, celle qui forme les groupes secondaires dans mon design. Et donc, rappelez-vous, quand on fait une analyse de variance, tout à la fin, on calcule un f de Snedeker, que ce f de Snedeker, rappelez-vous, c'est un rapport de deux sources. Au-dessus, c'est la variance, la variabilité qui est potentiellement systématique, donc celle qu'on a mis dans notre design, et le numérateur, c'est l'effet aléatoire. D'accord ? Quand on fait une analyse de variance simple, l'effet aléatoire, qu'on appelle aussi effet résiduel, l'effet aléatoire résiduel, c'est la même chose, c'est quoi ? C'est juste l'échantillonnage à l'intérieur des groupes. Et l'effet systématique, c'est l'effet dû au partitionnement avec le niveau de la variable en question. Donc, l'effet aléatoire, c'est ce qui se passe dans les groupes. D'accord ? C'est l'échantillonnage à l'intérieur, ici, des groupes, et sont les sous-groupes, donc des groupes secondaires. On va appeler ça DS dans les sous-groupes, dans les groupes secondaires, bien, voilà. Et ce qu'on mettra au numérateur, c'est le fait qu'il y ait peut-être une différence entre les sous-groupes, l'effet systématique engendré par la variable enseignante. Et donc, on parlera de carré moyen entre les groupes secondaires. Donc, pour faire cette analyse de variance, on va comparer les carrés moyens entre les groupes secondaires aux carrés moyens dans les groupes secondaires. Première chose. On va revenir après sur les formules. Je vous donne d'abord la philosophie, après on va... Ok. Et donc là, après, deux possibilités. Soit vous trouvez un effet significatif, soit vous trouvez un effet non significatif. Soit il y a un effet de la variable Miché, qui forme les groupes secondaires, soit il n'y en a pas. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y en ait pas. Parce qu'on peut alors ne pas en tenir compte. Donc, selon le résultat, comme je vous disais, soit votre f du dessus est significatif, alors ça veut dire qu'il y a un effet de votre variable Miché, ça veut dire qu'il y a un effet, dans l'exemple en question, de l'enseignant, et donc il va falloir regarder si la variabilité entre les groupes principaux, cette fois-ci parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les méthodes. Il va falloir regarder si la variabilité qui vient des groupes principaux est supérieure à la variabilité qui vient des groupes secondaires. Et donc pour ça, on va donc comparer dans le F, qui va me permettre de mettre ça en évidence, les carrés moyens entre les groupes principaux, c'est votre effet systématique cette fois-ci, entre les groupes principaux, et l'effet aléatoire qui devient entre les groupes secondaires.
Vous allez voir, après on va vous montrer les formules, ça va tout de suite aller mieux, et puis tous les exercices. Si maintenant la nova là, de l'étape 1 est non significative, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de la variable Miché, il n'y a pas d'effet enseignant. Et donc ça on est un peu soulagé parce qu'alors on n'a aucune raison de partitionner les groupes principaux en sous-groupes. Et donc on peut considérer que tout, on peut mettre dans le même pot les étudiants, les enfants qui ont eu la méthode 1. Qu'ils aient eu l'enseignant 1 et l'enseignant 2, peu importe, on s'en fout puisqu'on a montré qu'il n'y avait pas d'effet enseignant. Et donc, on va considérer tous les enfants du groupe principal 1 sans tenir compte du fait qu'ils étaient partitionnés en fonction des enseignants. On va prendre tous les enfants du groupe principal 2 sans tenir compte du fait qu'ils venaient de 3 enseignants. La même chose pour le groupe 3. Donc en fait, si vous voulez, les cloisons entre les groupes secondaires tombent et on ne considère plus que le groupe général principal. Et donc, on va, pour regarder s'il y a un effet des groupes principaux, regarder l'effet entre les groupes principaux, EP, et dans les groupes principaux, DP, sans tenir compte que ces groupes principaux étaient partitionnés en fonction de l'enseignant, puisqu'on vient de voir à l'étape précédente que l'enseignant n'a pas d'effet. Ok? Qu'est-ce que ça donne au niveau formule du F? Donc, première étape, on a dit on regarde s'il y a un effet dans les groupes secondaires, entre les groupes secondaires. La variable qui permet de faire les groupes secondaires, c'est la variable Miché. La variable Miché, je l'ai appelée petit b. C'est pour ça que je calcule FB. Voilà. Rappelez-vous que F, c'est un rapport de carré moyen. Carré moyen qui sont le rapport de somme du carré d'interlogé par des libertés, mais on en parlera après. Donc, rapport de carré moyen. Quel carré moyen au numérateur et au dénominateur? Mais rappelez-vous, au numérateur, c'est l'estimation de variance entre les groupes mais secondaires pour le moment. Donc, on va l'appeler CMB, parce que ça va avec la variable indépendante B, et vous avez vu qu'on a mis au-dessus ES, parce que c'est entre les groupes secondaires. Et en dessous, l'effet aléatoire, c'est quoi l'effet aléatoire? C'est l'échantillonnage à l'intérieur des groupes secondaires. Donc, effet aléatoire, on appelle ça aussi effet résiduel, c'est pour ça qu'il y a un petit R en dessous du CM. Entre parenthèses, on met B parce que c'est l'effet résiduel dû à la variable B, la variable Miché. Et surtout, c'est DS dans les groupes secondaires. Ok, et donc là, deux possibilités, soit cet effet est significatif, soit il ne l'est pas. S'il est, ça veut dire qu'on ne peut pas faire fi de la variable enseignant, elle a un effet, il va falloir en tenir compte pour voir s'il y a un effet méthode. Si elle est non significative, on s'en fout des enseignants et on ne travaille plus qu'avec les groupes principaux. C'est ça qui est indiqué ici. Si ce F entre les groupes secondaires est significatif, alors on va donc calculer l'effet de la variable qui permet de faire les groupes principaux, c'est-à-dire A, ça s'appelle FA, prime, d'accord. De nouveau, rapport entre deux types de carrés moyens, mais cette fois-ci, au-dessus, c'est évidemment le carré moyen entre les groupes principaux, c'est l'effet systématique qu'on veut mettre à l'épreuve, mais que l'on va rapporter au carré moyen entre les groupes secondaires, puisqu'on a vu qu'il y avait un effet entre les groupes secondaires, donc on ne peut plus tuer celui-là. C'est pour ça que ça s'appelle CMBES. Si maintenant c'est non significatif, tiens, le NS il apparaît pas. Il est sur l'autre écran, mais pas sur le. Attends, on va essayer. Non, ok, donc sur la flèche, il y a deux traces blanches, c'est NS, normalement. On va voir pour porteur, c'était là. Donc, si c'est non significatif, ça veut dire qu'il n'y a pas l'effet enseignant, qu'on s'en fout des groupes secondaires, et que donc pour voir l'effet entre les groupes principaux, on fait, comme pour celui du dessus, les carrés moyens dus à la variable nichante, la variable A, entre donc, les groupes principaux. Ça, c'est la même chose que le FA', tout en haut. Mais ce qu'on va mettre au dénominateur, c'est plus la même chose. C'est simplement le résiduel à l'intérieur du groupe principal, puisqu'on a dit qu'on s'en foutait de la partition en groupe secondaire.
Et donc, c'est carré moyen résiduel dû à la variable A, puisque c'est les groupes principaux, dans les groupes principaux. Ça va? Donc, finalement, pour résoudre ce type de plan, pour classification hiérarchisée, vous avez à chaque fois 2f à calculer. Le premier, c'est toujours le même. Et le deuxième va dépendre du résultat du premier. Du fait que, est-ce qu'il y a vraiment un effet de la variable nichée ou pas? Est-ce que la philosophie est comprise? Oui. Pour me souvenir, donc c'était significatif si on obtenait un résultat supérieur à celui qu'il y a dans la table, hein, c'est ça? Oui. Alors ça, vous allez réapprendre à regarder. Donc ça dépend des degrés de liberté. Donc vous allez devoir regarder dans la table en fonction des degrés de liberté du carré moyen qui est au numérateur et du carré moyen qui est au dénominateur. Vous croisez les deux éléments, vous avez une valeur dans la table, et si la valeur que vous calculez est supérieure à cette valeur de table, ben vous êtes significatif au niveau de la table en question, et il y a 3 tables qui sont fournies pour le F, à point 90, à point 95 et à point 98. Mais ça, vous allez faire ça en exercice. Hein, vous allez faire ça. Et alors, oui? encore une dernière chose, donc quand vous dites entre, pour schématiser, c'est entre les groupes secondaires, c'est si on veut horizontalement, on prend les données horizontalement dans les quel colonnes. tableau? Dans le tableau qui était donc quand on a le tableau avec toutes les données en colonne, avec les moyennes en bas, oui. Et avec le groupe principal oui, et puis le groupe secondaire. Donc quand vous dites entre le groupe secondaire, je vais chercher... Les petites colonnes. Entre les petites colonnes du pop. Mais je prends les données horizontalement, donc c'est entre la donnée supérieure. Non, c'est entre... Donc quand vous faites, est-ce qu'il y a une différence entre les groupes secondaires? Pour chaque groupe secondaire, chaque colonne, vous avez une moyenne. Et vous regardez s'il y a des différences entre ces moyennes. Donc ici, on avait fait 7 groupes secondaires. Entre les groupes secondaires, c'est entre les 7 moyennes calculées dans chacune des colonnes correspondant à chaque groupe secondaire. Et dans les groupes secondaires, alors? Quand on dit dans les groupes secondaires, vous ne regardez que la variabilité à l'intérieur d'une colonne. On reste dans la même colonne, alors. Voilà. Okay. Et les 3 points, les 3 points à côté de P et de S, oui. C'est ça? C'est rien. C'est juste que... C'était pas n'importe quel Non, ça c'est au niveau de la symbolisation des moyennes. Mais dans le cas de la symbolisation des carrés moyens, c'est juste parce que si on mettait ça juste à côté de carrés moyens, c'était un peu rempli. Donc ces 3 petits points-là ne veulent rien dire. Ils n'ont rien à voir avec les indices sur les carrés moyens. Dans ce cas-ci, sur les carrés moyens. Par contre, ça veut dire quelque chose dans les symbolisations des moyennes. Oui. Quand on était dans du simple, on prenait donc chaque groupe, oui. On faisait nos calculs, on avait un carré moyen. D'accord. Ici, on va devoir travailler pour chaque méthode. Ou alors donc, quand vous dites une analyse donc, la première étape de ceci, c'est une analyse de variance simple. Donc, on va travailler dans chaque méthode. Ou pas? Vous ne regardez pas dans la première étape, vous faites fi de votre variable méthode. Vous regardez les petits sous-groupes. Les 7 enseignants. Et vous regardez s'il y a un effet entre les 7 enseignants. Donc on va devoir faire les carrés moyens de tous les 7 enseignants. Mais non, les carrés moyens, donc vous faites les moyennes, et puis vous calculez le carré moyen, un carré moyen qui permet de voir s'il y a des différences entre les 7 groupes, et un carré moyen qu'on appelle résiduel. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, les 2 enseignants travaillent pour une méthode. Oui, mais et là, on va comparer les enseignants entre eux, donc on va mélanger les méthodes. Oui, parce que c'est ça qu'on veut voir au départ, c'est est-ce qu'il y a un effet de l'enseignant, peu importe la méthode qu'il est donnée au départ. C'est ensuite, donc ce qui nous intéresse, c'est l'effet méthode, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est l'effet méthode. Mais le problème, c'est que pour sélectionner nos sujets, on a dû aller dans des classes, et on s'est rendu compte qu'on avait des enfants qui n'avaient pas suivi l'enseignement avec le même enseignant. Donc j'ai dit, peut-être qu'il y a un effet enseignant. Et donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Donc, en fait, quand on va faire le premier carré moyen, on va travailler une ligne là qu'on a fait la semaine dernière, on va avoir 7 lignes en fait. On a 7 enseignants. Je ne sais pas si vous prenez quand on a fait nos calculs, vous avez dit qu'on pouvait travailler par ligne, par... Oui, en fait c'était parenthèse, tu vas avoir 7 parenthèses, c'est ça que je voulais dire. Oui, moi je travaille par ligne. Ça fait beaucoup, mais oui. Oui, mais pour ton carré moyen, oui. Ouais, voilà.
D'accord. Oui, Quand tu fais les sommes des carrés d'écart, Oui, c'est ça que je voulais dire. On aura 7 groupes. C'est ça. Ok, ça va, j'ai compris. Cette parenthèse. Alors oui, Exactement. Cette différence au carré. c'est tellement long que je travaille par ligne. Cette différence au carré. Oui. Mais on va peut-être avoir les formules après. Ok. Mais la philosophie est comprise. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les différences de la variable nichant, les groupes principaux, mais on ne peut pas faire fi du fait qu'il y avait une variable nichée. Donc, on va d'abord regarder si en effet cette variable nichée, en fonction du fait que l'effet y est ou est pas. On va travailler d'une manière ou d'une autre pour essayer de trouver l'effet de la variable qui forme les groupes principaux. Ouais, ça c'est... Ça vous explique simplement que donc si vous êtes dans le cas où le premier cas, le FB, est non significatif, alors on tient plus compte des groupes secondaires, et donc dans le grand tableau, les bordures entre les groupes secondaires tombent, et on ne considère que des gros groupes principaux. C'est ça que ça veut dire.